bien comprendre qu'en fait un couple c'est un système. Si j'écrase l'autre, c'est une partie de moi qui est écrasée. Il faut qu'on sorte tous les deux winners. Et tous les deux winners, c'est avoir été capable d'entendre ce que l'autre a à dire et d'avoir fait un minimum de remise en question. D'abord, merci beaucoup à mon ami Avi. Ça fait vraiment des années qu'on bosse ensemble. Et j'ai toujours un très très grand plaisir à bosser avec Avi parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours du sur-mesure. C'est extrêmement bien pensé et vous avez compris en fait, Avi il s'est occupé de vous il y a 13 ans, 14 ans, 15 ans dans le cadre de Héritage. Et puis là maintenant, il a monté un véritable SAV. Donc c'est le point commun avec Darty. Avi, Darty, c'est un petit peu les mêmes... On entend un peu la même chose, donc c'est magnifique de prendre en charge et de s'occuper de toutes les problématiques qui peuvent exister. Il n'y a pas que des problèmes dans la vie, il y a des solutions. Et de vous fournir un petit peu tout ce qu'on peut essayer d'avoir comme outil essentiel dans votre évolution, dans notre évolution, avec des nouveaux défis, qu'il s'agisse de la communication à l'intérieur du couple, dans l'interface avec les enfants, avec les nouveaux défis qu'offre la vie, qu'offrent les péripéties de la vie. Donc en fait, c'est magnifique ce que fait Avi et je l'encourage à multiplier ce type d'initiative aussi belle, aussi délicate, aussi sophistiquée. Alors, j'ai pensé, puisqu'en fait on réunit ici à la fois des jeunes couples et des couples moins jeunes, parler d'un point qui sera un point central dans l'évolution d'un couple et pour lequel, en fait, il n'y a jamais de répit et jamais de repos. C'est la communication à l'intérieur d'un couple. Et lorsque je parle de communication, je ne parle absolument pas de toutes les paroles qu'on peut avoir avec son épouse, avec son mari, sur les différents arbitrages. Est-ce qu'on va acheter du Huggies ou du Pampers? Est-ce qu'on va voyager cette année? Ça va être un plan Bora Bora ou en Ardèche. Bon, c'est pas le même budget, je reconnais. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication technique de la vie. Et il y a beaucoup de moments où on communique sur des choses extrêmement techniques. Ce dont je vais parler là maintenant, c'est la communication essentielle. La communication qui fait vivre un couple, la communication qui est essentiellement axée sur l'épanchement de ce qui se passe au niveau du ressenti et des sentiments de chacun. Et c'est quelque chose dont le couple a besoin au quotidien. Ça n'existe pas de passer un jour sans s'être exprimé sur ce que j'ai pu ressentir au boulot, ce que j'ai pu ressentir comme vexation par rapport à la crise de ce nouvel ado, de ce que j'ai pu ressentir comme angoisse par rapport à la guerre, de ce que j'ai pu ressentir comme joie par rapport à mes réussites. Ça n'existe pas de passer un jour à l'intérieur d'un couple où on n'a pas eu ce moment tellement privilégié pour échanger ensemble. Je ne suis pas spécialement un modèle, mais je peux vous dire que ça m'est arrivé très souvent de venir ici à Marseille, donc je suis obligé de dormir ici, et lorsque je reviens le lundi soir, alors d'habitude je venais le dimanche à l'époque pour Héritage, et bien, à chaque fois que je revenais le lundi soir, donc il s'était passé une nuit, simplement une nuit, et bien en fait, je revenais vers 10h, 11h du soir et on devait débriefer avec mon épouse jusqu'à 1h, 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Il n'y a pas eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de crise majeure, il n'y a rien eu. C'est juste le fait qu'un couple est basé avant tout sur un attachement et l'attachement n'est pas un attachement physique, c'est avant tout un attachement au niveau sentimental. Et comment se développe, croît et se déploie cet attachement, cette force de l'attachement, il se développe essentiellement par le biais de la communication. Alors, je ne vais pas rester dans la théorie, je vais être extrêmement pratique pour vous donner tout simplement des conseils qui sont très bien ordonnés. Je transmettrai à Avi, si vous voulez, un PDF. Par rapport à tout ce que je vais dire, vous n'aurez pas besoin de noter, essayez de l'enregistrer ici. Mais au pire des cas, vous aurez une session de remplacement grâce à un PDF qu'on vous transmettra par WhatsApp. Je vais juste partir d'un constat au niveau communication que je pique à un philosophe moderne qui s'appelle Bernard Werber. Vous
Vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais juste ce qui m'intéresse, c'est la façon par laquelle il a su, de façon magnifique, décrire, je dis bien d'être dans le descriptif, de ce qui se passe en termes de problèmes de communication. Alors, sa phrase, elle est assez mythique, elle dit la chose suivante. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends, ce que tu comprends, il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » Donc je répète ici, en fait, il y a 7 filtres. Il y a ce que je pense, il y a ce que je veux dire, donc il y a une pensée d'abord, qui provient d'un monde émotionnel profond, qui va petit à petit s'organiser en phrases, en une phrase que j'ai envie de dire. Je vais prononcer une phrase en croyant avoir dit quelque chose. Et je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément ce que je croyais dire, parce que je n'ai pas forcément utilisé le bon mot, la bonne expression. Ensuite, il y a ce que tu as envie d'entendre dans ce que tu as perçu de ce que j'ai dit. Il y a ce que tu entends vraiment, il y a ce que tu comprends, et donc tout ça, ça fait 7 filtres en tout. Et pour éviter les couacs de communication qui sont extrêmement présents au début du couple, mais si on n'a pas su travailler comme il faut, alors on les traîne comme des boulets. Vous savez que la Torah a prévu 1 an pour la construction du couple, durant laquelle cette année, un khatan, un marié, est totalement dispensé d'aller à l'armée. On a besoin de chayalim. Depuis l'époque biblique, on avait besoin de chayalim, mais un jeune khatan qui vient de se marier, il n'a pas besoin d'aller à l'armée. Pendant 1 an, vesimach et ishto, il devra se réjouir son épouse qu'il a prise. Alors certains de mauvaise langue disent, il n'a pas besoin d'aller à la guerre parce qu'il a déjà la guerre à la maison. Mais c'est des mauvaises langues. Maintenant, cette année, en fait, elle rime à quoi cette année? Elle rime juste à une chose. Apprendre le dictionnaire de l'autre. Parce que, étant donné que nous sommes des hommes en face de femmes, ça veut dire qu'on est devant le précipice de l'étrangeté la plus incroyable. Il n'y a rien de plus bizarre pour un mec, le comportement féminin. Et il n'y a rien de plus bizarre pour une femme, le comportement d'un mec. Eh bien, ces différences, elles ne sont pas que sexuelles, elles ne sont pas que au niveau du ressenti, elles ne sont pas que familiales, elles ne sont pas que culturelles, elles ne sont pas que au niveau des études. C'est un fossé qui nous sépare. Et pour combler ce fossé, il faudra comprendre comment fonctionne l'autre. Et la Torah a donné 1 an pour cela. Alors je vous rassure, j'ai été formé il y a 27 ans avant de me marier par des rabbinim qui avaient beaucoup d'expérience et qui m'ont dit « Aujourd'hui, les grands maîtres de la génération prétendent que cette année de la Torah qui est marquée dans le verset, il faut compter aujourd'hui 10 ans. Il faut 10 ans pour apprendre à bien parler, bien comprendre son épouse et son mari. » Mais ça, j'ai appris ce message il y a 27 ans. Je ne suis pas là à interroger les grands maîtres de la génération, mais j'ose imaginer qu'on peut facilement doubler la mise en 27 ans. Et je pense sincèrement que tant qu'on n'a pas passé 15 ans avec son épouse, avec son mari, on ne sait pas encore bien parler. Alors on va tout simplement, ensemble, essayer de découvrir 2 gammes d'exercices, de réflexion. Comment, pour communiquer, c'est toujours un émetteur et un récepteur. C'est comme un poste de radio. Il y a un émetteur et un récepteur. Alors on va voir comment on peut travailler au niveau de l'émission, du son, de la parole, de l'élément que j'ai envie de communiquer, quels sont les efforts que je dois faire, et ensuite on essaiera de dérouler les 10 voire 11 commandements de l'écoute de l'autre. Apprendre à écouter l'autre. Parce qu'on s'est rendu compte de façon empirique, j'ai oublié de vous dire qu'à Parave, je fais beaucoup de thérapie de couple, je suis devenu thérapeute de couple, on a un cabinet à la maison, et on s'est rendu compte effectivement qu'en fait le gros problème dans les couples aujourd'hui, ça se résume à un point, c'est la communication. Alors on s'est rendu compte de façon empirique que les
personnes qui ne s'entendent pas sont des personnes qui ne s'entendent pas. Il est trop tard pour réagir ou non? C'est bon, ouais, ça va, ça passe. Ok, génial. C'est entendu. Alors, premier point. Comment travailler au niveau de l'émission? L'émetteur, qu'est-ce que doit faire comme effort l'émetteur pour se faire comprendre? Alors, je vous donne ici un point très très important. C'est qu'en général, lorsqu'on veut parler de façon profonde, de façon essentielle, pas encore une fois la technique de la vie, qui a gagné le match hier de l'OM, qu'est-ce qui s'est passé avec le Hezbollah, ça c'est la conjoncture. C'est pas ça la parole essentielle. C'est important, mais c'est pas ça qui va construire le couple. Alors, en général, lorsqu'on veut parler essentiel, alors, en général, eh bien, il y a des sentiments profonds qu'on a envie d'exprimer. Ces sentiments, on peut les classer de façon très schématique, on n'a pas le temps de trop s'étendre, en 4 classes. Parfois, on parle parce qu'en fait, on a une angoisse à l'intérieur de nous. Un deuxième type de sentiment, c'est lorsqu'on veut exprimer une douleur. Ça m'a fait mal. J'ai pas apprécié comment ta mère m'a ignoré. Ça m'a fait mal. Ça, c'est un sentiment de douleur. On a très souvent, lorsqu'on s'exprime, un besoin fondamental de considération. J'ai fait les courses du Cachère et du Auchan en 1 heure chrono. J'aurais quand même aimé entendre autre chose que je voulais des tomates ovales et pas des tomates rondes. Et je peux transposer ici au niveau féminin. J'ai fait les soldes, j'ai acheté de magnifiques choses, tu n'as même pas su apprécier les nouveaux habits que je porte. Ça, c'est ce qu'on appelle le besoin de considération. Et parfois, il n'y a pas que des sentiments négatifs qu'on a besoin d'exprimer, il y a des sentiments de joie. Et c'est extrêmement important de pouvoir partager des moments où je vais exprimer ma joie. La joie tout simplement d'avoir vu un enfant qui s'est mis à marcher, accompagner son conjoint par rapport à cette émotion incroyable. La joie tout simplement d'avoir dégoté un super job. La joie d'avoir réussi un projet qu'on s'est fixé de faire. Bref, il y a aussi un monde du positif qui peut s'exprimer. Alors, une fois qu'on a bien compris en fait que le parler essentiel est lié à des sentiments profonds, alors on va essayer de voir comment on peut tourner la façon de s'exprimer de façon à éviter la réaction négative de l'autre. Je m'explique. On va prendre des exemples très précis. Imaginons que je dise à mon épouse, j'en profite, elle n'est pas là, c'est pratique, tu ne peux pas faire un peu plus d'efforts avec mes parents? Donc c'est une parole hyper classique ça. Très souvent on a tendance à se plaindre de l'attitude un petit peu nonchalante de nos époux, de nos épouses, par rapport à nos parents. Évidemment, on est toujours tous pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, c'est-à-dire que d'un côté on adore notre épouse, notre mari, et de l'autre on a aussi le droit d'adorer ses parents. Mais parfois lorsque ça passe pas entre nos parents et notre époux, notre épouse, alors là on est dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, on ne sait pas sur quel pied danser, c'est complexe. Et donc on a envie de faire bouger un peu les lignes. Et donc on s'adresse à son conjoint et lui dit « Tu ne pourrais pas faire un peu plus d'efforts avec mes parents ?» Et si je dis ça, alors il faut que j'analyse avant de le dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ce qui se passe, c'est qu'en fait j'aimerais que mes parents te considèrent et apprécient le choix que j'ai fait. J'ai peur d'avoir à choisir entre mes parents et mon mari ou mon épouse. Donc je répète, la phrase qui dit « Tu devrais faire plus d'efforts avec mes parents » cache en fin de compte à la fois un besoin de considération, je veux que mes parents considèrent le choix que j'ai fait, que j'assume, et cache en même temps la peur d'avoir toujours à être dans cette situation très inconfortable. Eh bien, étant donné que je me suis mal exprimé, je n'ai pas su mettre des mots à ce que je ressens, ça veut dire qu'en fait l'idéal aurait été de dire « Écoute, j'aimerais tellement que mes parents t'apprécient. J'ai tellement peur d'être toujours
en ballottage entre toi et eux, si je m'exprime de la sorte, la personne en face de moi aura envie de m'aider. Parce que j'ai su exprimer une fragilité au lieu d'un reproche brutal. Alors inversement, puisque j'ai exprimé un reproche brutal, tu pourrais faire un peu plus d'efforts avec mes parents. L'autre, qu'est-ce qu'il va entendre? Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Vous comprenez la différence fondamentale qui existe, et c'est juste une petite astuce dont je vous parle ici. Plutôt que de se concentrer sur un reproche vis-à-vis de l'autre, je me concentre sur mon ressenti et je l'exprime. Il n'y a rien de grave, et au contraire, c'est quelque chose de fondamental d'être capable d'exprimer à l'intérieur d'un couple ses fragilités, parce que lorsque j'exprime mes fragilités, ce n'est pas pour nous les hommes un manque de virilité du tout, c'est au contraire une façon de donner à l'autre l'occasion de créer un lien. J'ai une fragilité que tu n'as pas forcément, viens, on travaille à deux. Donc voilà un petit peu la ligne de démarcation extrêmement claire qui existe et qui dépend de la façon par laquelle je me suis exprimé. Donc je vous répète le cas, est-ce que tu ne pourrais pas faire plus d'efforts avec mes parents? L'autre entend tout de suite, si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de toi. Et donc là, on est parti peut-être pour un clash, ou pire qu'un clash, on va bouder l'un avec l'autre. Inversement, si j'ai su exprimer les choses en mode « voilà ce qui me gêne, voilà ce dont j'ai peur, voilà mon besoin de considération », les choses prendront une tournure totalement différente. Je donne un deuxième exemple pour que les choses petit à petit pénètrent. Je dis, encore une fois, tu rentres à une heure impossible. Je vous promets que le membre du couple qui bosse très dur au boulot et qui, quand il rentre à la maison, entend son mari ou son épouse lui dire « encore une fois, tu rentres à une heure impossible », c'est dépitant. C'est insupportable. Pourquoi? Parce que évidemment, si le conjoint est allé jouer à je ne sais quoi, est allé faire un bowling, alors je peux entendre. Mais si c'est une personne qui est investie parce que il travaille dans l'expertise comptable, il y a des bilans, il y a des choses à faire à certaines époques de l'année, entendre, mais pourquoi tu rentres encore à cette heure impossible? C'est juste insupportable. Alors, du côté de la personne qui se plaint, qu'est-ce qui se passe? Elle est juste en train de dire, j'aimerais que tu prennes en considération ma demande de placer plus souvent nos soirées ensemble. J'ai peur que notre couple tombe dans l'automatisme. Mais si elle avait dit ça, cette personne, eh bien l'autre entend beaucoup plus une zone de fragilité dont il va se sentir le ou la sauveur. Le sauveur ou la comment on dit? La sauveuse, merci. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et vous l'aurez compris, l'autre entend que si on m'attaque sur le fait que je rentre tard de la maison, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas fiable. Et on peut multiplier les exemples. Je donne un troisième exemple. Je dis, il va falloir que je travaille davantage. Cette phrase, elle peut te renverser un couple. Je répète, il faut que je travaille davantage. Lorsque je dis ça, je suis en train juste d'exprimer le fait que j'ai peur de notre situation financière. Ça me fait mal de ne pas pouvoir gâter les enfants. Qu'est-ce que l'autre entend? Tu ne fais pas suffisamment attention aux dépenses. Mais vous comprenez qu'en fait, en disant « il faut que je travaille davantage », je suis en train d'une certaine façon, sans m'en rendre compte, de provoquer l'autre dans une sorte de critique qu'il a très souvent entendue. « J'en peux plus que la carte bleue devienne rouge. » Ça, c'est ce qui va se passer et, encore une fois, il suffit d'un petit ajustage pour que la communication ne prenne pas une tournure de blocage. Je vous donne un dernier un dernier exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Que penses-tu de ma robe? Alors, c'est un petit peu direct. Si elle a besoin de le dire, c'est que finalement, il ne s'en est même pas rendu compte. Donc, en fait, ce qu'elle exprime ici, c'est « Je suis angoissé que tu me fasses moins de compliments qu'avant. J'ai tellement besoin de ta considération. » Je peux vous dire que n'importe quel homme qui entend cela, la deuxième phrase, il sera beaucoup plus enclin
à tout simplement cajoler son épouse. Mais lorsque, entre guillemets, elle embraye en disant « Que penses-tu de ma robe ?» c'est déjà trop direct. Et ce que moi j'entends, si j'entends cette phrase, c'est « Tu n'es même pas foutu de me faire un compliment ». Donc voilà un petit peu 4 exemples, 5 exemples. Essayez de réfléchir, et c'est ça en fait le point le plus névralgique. C'est qu'avant de commencer à parler de façon fondamentale, et en général fondamentale c'est parce qu'on a un reproche à faire, ou on a une angoisse à exprimer, toute la gamme de choses dont on a parlé là maintenant, la première des intelligences, c'est d'essayer de prendre un tout petit peu de recul et de s'interroger à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui te fait mal maintenant ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et tant que tu n'auras pas cette clarté sur ton ressenti, clair, il n'y a pas beaucoup de ressentis dont je vous ai parlé. La considération, l'angoisse, la peur, la douleur et la joie. C'est pas beaucoup. Réfléchis à quelle gamme tu appartiens à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens ? Et si tu le ressens, dis-le. J'ai peur. J'ai besoin d'eux. Et tu vas voir comment, petit à petit, ta façon de t'exprimer va permettre à l'autre de déceler une perche tendue. Et lorsque la perche est tendue, boum, on a créé le protocole de communication. Ça, c'est un des secrets essentiels au niveau de l'émetteur. Est-ce qu'on est clair sur cette première partie ? Ouais ? No question ? Ça va pour l'instant ? Mais ça demande un boulot, et je ne peux pas le faire à votre place, et je l'ai fait dans mon couple, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le déplacement, ce conseil, parce que vous verrez comment petit à petit, encore une fois, toujours ce principe, exhiber sa fragilité de façon sincère ne fait pas de nous des gens faibles, mais au contraire des gens forts. Je vais quand même vous donner une référence théorique très importante que j'adore citer lorsque je forme des khatanim. Le texte de la Torah, vous savez, qu'a parlé au début d'une création d'un homme, Adam, qui n'était pas Adam au sens homme du terme, mais c'était un Adam masculin et féminin, Zachar ou Nekeva. Donc l'homme à la base a été créé masculin et féminin, collés comme deux frères siamois. Et Hachem a décidé d'opérer une césure et de placer le masculin en face du féminin, et c'est lo ezer kenegdo. Et le texte de la Torah stipule Lotov eyot Adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme, c'est-à-dire l'entité masculin-féminin, d'être levado, veut dire toute seule. Et le Ramban Nachmanide pose une question magnifique, il dit mais quel est le problème de la solitude du masculin-féminin ensemble ? Si tu me dis qu'il n'y avait qu'un seul homme au début, alors je comprends, il n'y aura pas de procréation, il va se sentir seul dans la vie. Mais puisqu'il était déjà accompagné en masculin-féminin, quel est le problème ? Et là, il y a un Rashi qu'il faut connaître, un Rashi d'anthologie, qui dit que si l'homme était resté comme ça, masculin-féminin, certes, il n'y aurait eu aucun problème de solitude. Il n'y aurait eu aucun problème non plus de procréation, ils auraient pu procréer, comme des êtres hermaphrodites. Mais le souci d'Irachi, c'est que l'homme risque de voir que finalement, dans les mondes supérieurs, il y a Dieu, qui est unique, qui est seul, et dans les mondes inférieurs, il y a l'homme, avec un grand H, qui est aussi seul. C'est-à-dire que l'homme risque de se prendre pour un presque Dieu. Moraï Verabotaï, ce Rashi est en train de dire un truc extraordinaire. Rashi, c'est 1040-1105. C'est une révolution, ce Rashi. Ce Rashi te dit une seule chose. Il te dit qu'en fin de compte, on rentre dans une vie conjugale pour apprendre que on ne pourra jamais dire « je n'ai besoin de personne ». On rentre dans un couple pour échapper au fantasme, je dis bien au fantasme de l'autosuffisance. Le seul autosuffisant, c'est Dieu. L'homme ne peut pas être autosuffisant. Ça veut dire que si je rentre dans une aventure conjugale, c'est que j'ai pris conscience que je ne peux pas me suffire à moi-même. Et quand bien même, j'ai un diplôme de malade qui me donne des dizaines de kilos euros par mois,
j'ai ouvert tant et tant de centres dentaires, j'ai un parc immobilier et un parc de voitures fantastiques, j'ai accès à tout ce que je veux, je m'entends super bien avec mes parents, je suis hyper social et sociable, quand bien même tu en oublies toutes tes zones de fragilité. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, être capable d'exhiber ces zones de fragilité dans des moments de communication, c'est là que se loge le couple. Sinon, ce sont deux dieux qui sont en train de se rencontrer. Et lorsque je parlais du schéma du Golden Boy, il y a aussi la Golden Girl. Aujourd'hui, à Paris, je vois de plus en plus de filles qui ont l'air tout simplement autosuffisantes. Parce qu'elles ont tout. Elles ont leur studio dans le 16e, elles ont leur mini décapotable, elles ont tout. Et d'une certaine façon, ça les entretient dans une leurre d'autosuffisance. Surtout qu'à Paris, c'est pas comme à Marseille. À Paris, il n'y a jamais de problème de solitude. Il y a tellement de restaurants. Il y a tellement de choses à faire que finalement, tu vas passer une vie entière sans t'être ennuyé une seule fois. Donc je répète, l'enjeu essentiel, c'est être capable d'exhiber, d'exposer sa zone de fragilité. Faites cet essai, vous verrez à quel point les choses peuvent vraiment se métamorphoser. Deuxième aspect, je vais aller assez vite pour ne pas trop prendre de temps. Si on a parlé de l'émetteur, le travail de l'émetteur, il y a aussi le travail du récepteur. Le travail du récepteur, ce sont 11 commandements que j'ai appris il y a pas mal de décades auprès de Rav Yaakovson, qui est un très grand spécialiste du chinour aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui. Il habite en Israël et en l'occurrence, c'était un chiot de communication dans l'interface parent-enfant. Mais en fin de compte, c'est pas très compliqué de comprendre qu'en fait, ce sont des outils de communication qui ne sont pas que dans l'interface parent-enfant, c'est dans toutes les zones de communication. Donc il s'agit ici du couple, il s'agit ici à l'intérieur d'une boîte, au niveau des patrons avec les employés. Ce sont des clés essentielles. Alors je vous donne d'abord le premier des commandements. C'est ce qu'on appelle la phase d'observation. Une des plus grandes brèches à la communication aujourd'hui est ce magnifique joujou. Ouais. Ce magnifique joujou est une brèche terrible à la communication. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on apprend à parler à nos épouses et à nos maris avec un œil sur les notifs, WhatsApp, Insta, Facebook & Co. Et donc, on se prive de regarder l'autre lorsqu'il s'exprime. Or, il faut comprendre que dans un message, eh bien, le ton, le langage du corps et le rythme sont infiniment plus parlants que les mots eux-mêmes. Je répète, le ton utilisé, la cadence et le mouvement du corps sont beaucoup plus parlants que le message lui-même. Rav Yaakovson, qui a transmis ce cours, avait fait lui-même cette expérience magnifique. Il était invité un Shabbat, il a mangé tout le repas, l'entrée, plat de résistance et le dessert. Le dessert, donc il a fini le gâteau. Et une fois qu'il a fini la dernière bouchée du gâteau, ne vous inquiétez pas, il arrive. Alors, il a fait un grand sourire à la maîtresse de maison en lui disant « Ah là là, c'était vraiment dégueulasse !» Il a fait un tel sourire que la maîtresse de maison l'a dit « Merci, merci ». Ça veut dire qu'en fait, ces expressions en disent beaucoup plus que le message lui-même. Inversement, vous savez, des fois, nos épouses se plaignent qu'on ne leur dit jamais suffisamment « je t'aime ». On va faire un cours là-dessus entier, mais bon, j'ai pas le temps. Et parfois, les maris agacés commencent à prendre un petit peu de poids et répondent « Bon, ok, c'est bon, je t'aime !» Comprenez bien que ce « je t'aime » sent un couple qui va rapidement partir en Titanic. Ça veut rien dire. Donc, c'est exagéré ce que je vous dis là maintenant. C'est des exemples un petit peu extrêmes, mais c'est exactement ce qui se passe. Être capable d'observer l'autre lorsqu'il parle, c'est le premier des commandements. Le deuxième des commandements, c'est que lorsque j'ai par exemple mon épouse qui va
quelque part, entre guillemets, je rentre du boulot m'agresser, entre guillemets, en disant c'est plus possible, il faut que tu changes de travail. Et dans des moments de stress, dans des moments de tension, parce que on peut avoir des moments où on n'en peut plus, les enfants, les soucis, alors on a tendance à être très agressif dans notre parole. L'intelligence consiste à entendre ce que dit l'autre et ne pas répondre au tac au tac, ça ne sert à rien. Tu sais quoi, on va se poser 5 minutes, et on en parle dans 5 minutes. Qui permet à l'autre, d'être plus disposé pour parler parce qu'il ne sera pas dans le feu de sa colère. Et deuxième chose, moi, ça me permettra de mieux écouter l'autre. Le troisième commandement, c'est mettre en place un devoir de répéter ce que l'autre a dit. Si je comprends bien, ce qui t'embête actuellement, c'est tel problème. Pourquoi je dis qu'en fait on doit avoir cette loi de répéter ce que l'autre m'a dit, ce qui va m'obliger moi à éviter, lorsque je me sens agressé par mon conjoint, de répondre avec le canevas des réponses classiques. Ah mais c'est pas possible, tu rentres trop tard maintenant, il faut que tu changes de boulot. Ah mais tu sais que c'est impossible de changer, je viens de te dire, c'est compliqué, on attend le CDI. Ouais. Ça sert à rien ces réponses. Réponses stériles. S'asseoir 2 minutes, on va se calmer, on prend une petite tisane, on prend quelque chose, on se pose, on en parle. Vas-y, dis-moi c'est quoi le problème. Et une fois que je vais entendre, alors je vais devoir répéter et je ne vais pas me réfugier dans le canevas des réponses toutes faites, qui va me permettre de montrer à l'autre que je suis prêt vraiment à l'écouter. Et là, j'adoucis la situation. Ça, c'est le 3e commandement. Le 4e commandement, et ça, c'est un point très important. Très souvent, lorsqu'on est en état de colère, et il y a un très beau sketch de Gad Elmaleh qui en parle. Vous vous rappelez quand il parle des parents en colère, le père qui pète un câble, il dit « je vais te mettre dans une boîte ». Ouais. En fait, quand on est en colère, on dit n'importe quoi. On ne sait même plus ce que l'on dit. On a besoin d'exprimer cette violence, ce courroux qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, l'intelligence consiste dans, lorsque j'ai écouté ce que l'autre a à me dire, de lui proposer de rajouter quelque chose. Ça veut dire parfois, on va se fixer sur un point, j'en peux plus de cet appartement, mais en fait, il y a autre chose qui te mine. Et c'est pas que tu le caches, c'est que tu n'arrives même pas à avoir la lucidité que c'est ça qui t'embête. Il y avait comme ça, dans le monde de la yeshiva, Volber raconte qu'il y avait comme ça un enfant qui ne supportait pas la yeshiva. Il dit, mais cette yeshiva, elle est bidon. Mes compagnons d'études, c'est des abrutis. Le rosh yeshiva, je ne peux pas le supporter. La cuisine, elle est infecte. Les matelas, on ne peut pas dormir. Ça pue de partout. Le bonhomme, il n'y avait pas un point positif. Alors Volber, il dit, attends, il y a un truc, c'est pas normal. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est tellement négatif? Des fois, on s'est mitigé, quoi. Ça oui, ça non. Il a fait une inspection, il a demandé à ses copains, est-ce qu'il a un problème? Qu'est-ce qu'il a? Oui. C'est un garçon, le pauvre, ils n'ont pas d'argent dans la maison. Et en fait, ça fait quelques semaines qu'il a grandi des pieds et il porte toujours les mêmes chaussures et ça lui fait hyper mal. Le mec, il avait mal aux pieds parce qu'il avait des chaussures qui n'étaient pas à sa taille. Ravolbe est allé prendre de l'argent, il a acheté des chaussures à la pointure au-dessus, il s'est renseigné et il s'est arrangé pour les mettre sous son lit. Et le bonhomme du jour au lendemain, mais cette yeshiva, elle est fantastique. Mais c'est mon père le rosh yeshiva, mais le cuistot, mais c'est... Ça veut dire comment parfois, il y a un truc qui t'agace, qui te fait mal à l'intérieur. Alors, c'est grossier chez le Bachor Yeshiva, mais parfois il y a des choses qui sont plus subtiles chez nous. À nous d'essayer de faire une introspection pour savoir ce que c'est. Mais ton conjoint peut beaucoup t'aider à... S'il te tend la perche, il va te permettre toi-même de déceler c'est quoi ton vrai problème dans la vie. Tu le sais, c'est compliqué de déménager, on a fait un choix par rapport aux écoles, tu sais qu'on a fait un choix par rapport à plein de choses, il y a plein de paramètres. Donc on ne peut pas comme ça déménager du jour au lendemain, on a pris des crédits. Donc la personne sait pertinemment que c'est complètement loufoque d'évoquer ça. Il l'évoque parce qu'il y a un mal-être. Ce mal-être, il est dû pas que à ça. Essaie de déceler, donc proposer, dans le 5e commandement, 4e commandement, pardon, de rajouter quelque chose. 5e commandement, toujours... Lorsqu'on parle avec son épouse, avec son mari, avoir un devoir de concision. Si je comprends bien, ton problème c'est ça,
la solution ne peut pas être ça, être hyper succinct, hyper synthétique. 6e commandement, ça c'est un truc que je vous donne qui est très important. Ouais. Impression d'un mari. Ouais, je le sais, je suis sûr. Tes parents me détestent. Réponse de l'épouse. Tu dis n'importe quoi. Regarde comment ils t'ont aimé, ils t'ont fait ça, ils t'ont fait ça, ils t'ont fait ça. Dialogue de sourds. On ne répond jamais au tac au tac. Tu dis n'importe quoi. Avec des preuves à l'appui, ça ne sert à rien. Il faut toujours utiliser ce qu'on appelle le style interro-négatif. Ah là là, ouais, c'est pas sympa ce qu'ils t'ont fait vraiment. Je suis hyper étonné. C'est quand même marrant parce que j'avais cru, j'avais l'impression, j'ai dû certainement me tromper, qu'à une époque, ils étaient hyper sympas avec toi, mais j'ai dû certainement me tromper ou je confonds. Essayez de toujours non pas opposer à l'autre, mais être dans la suggestion. Ouvrir une fenêtre possible, c'est hyper important avec les enfants. Les enfants sont très binaires. C'est ou blanc ou noir. Leur montrer que peut-être, il y a des zones de gris qui peuvent s'ouvrir. Ça, c'est donc le 6e commandement. 7e commandement, et ça, je m'adresse surtout à... Enfin, en fait, aussi bien les mecs que les... aussi bien nous que nos épouses. Il faut faire attention, lorsqu'on règle un conflit, de ne pas avoir la tentation de régler une fois pour toutes tous les conflits. Il faut toujours faire un travail non pas de guerre mais de bataille. Une bataille après l'autre. On ne peut pas, avec un tour de main, pouvoir tout gérer une bonne fois pour toutes. Je vous rappelle, et ça c'est un point très très important, dans un conflit, il y a des conflits, et c'est très intéressant la façon que la langue française, le mot que la langue française utilise, parfois il y a des clashs, et après on se renoue. Et c'est quoi se renouer? On imagine ici une corde, avec 2 extrémités, A et B. Il y a un clash, c'est la brisure. Et à partir de la brisure, on va recréer un nœud. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir recréé ce nœud, renoué, les 2 extrémités se sont rapprochées. De chaque conflit doit naître une zone de plus grande proximité. Et donc, ce que je veux vous dire dans un conflit, c'est qu'il faut éviter d'avoir cette tentation qu'on a tous et toutes, de sortir vainqueur d'un conflit. Ah là, je l'ai mis à plat de couture. Je me suis occupé d'un chidou récemment, qui a capoté bien sûr, parce que, alors, le garçon, c'est 2 garçons super, un garçon et une fille de folie, vraiment de folie. Calmos. Ils partent vite ici à Marseille, je vois, hein, vie, hein. Alors, le garçon, il était tip-top, mais il était vraiment pas très mûr comme ça. Et là, je sais pas, ils ont parlé d'un dossier, il m'a dit, et là, je lui ai sorti un argument et je l'ai mis à terre. Le mec, il rencontrait peut-être une future fiancée, il m'a dit, c'est un garçon hyper classe en plus, et j'étais étonné. Et là, mais vraiment, je l'ai mis je l'ai écrasé à plat de couture. Je dis, mon ami, alors t'es très très mal parti pour te marier. Je dis, au Krachem, ça a planté, c'est super, ouais. Mais, donc ça veut dire encore une fois, on a tous ce sentiment, c'est l'heure de se dire, je vais réussir. C'est pas forcément un Marocain. On a tous, c'était un masculin. On a tous l'heure de croire qu'on va pouvoir en finir une bonne fois pour toutes, bien comprendre qu'en fait un couple c'est un système. Si j'écrase l'autre, c'est une partie de moi qui est écrasée. Il faut qu'on sorte tous les 2 winners. Et tous les 2 winners, c'est avoir été capable d'entendre ce que l'autre a à dire et d'avoir fait un minimum de remise en question. Donc, aucune importation de vieux dossiers parce qu'en fait on ne pourra pas tout gérer maintenant. 8e commandement, et c'est un point très très important. On ne négocie jamais un sentiment et une émotion. Je m'explique. Je le dis de façon très exagérée. Un enfant rentre de la classe, il s'est fait pécho, il s'est fait choper en train de pomper en classe. On est d'accord que, à moins qu'il y en ait qui aient des âmes qui ressemblent à celles de Marco Mouli, on n'aimerait pas que nos enfants trichent en classe. On n'aimerait pas. L'enfant s'est fait choper. Première des choses, au lieu de le jeter comme une serpillière en disant « mais t'as pas honte, je t'ai pas appris à voler, je t'ai pas appris à truander », première des choses, je l'accompagne dans son sentiment négatif, vous inquiétez pas. S'il s'est fait choper, c'est qu'il a eu la boucha, la honte de sa vie.
devant tout le monde. Il y aura peut-être même une mention dans son livret scolaire. Donc en fait, il a pris ce qu'il faut. J'ai pas besoin, moi, en tant que père, d'en rajouter. Il a eu ce qu'il faut. Ce que je peux lui faire, c'est lui dire, regarde, c'est pas bien ce que tu as fait, mais j'ai vraiment les boules pour toi. Moi aussi, ça me rappelle, une fois, j'ai pompé en latin. Et voilà. Être capable d'inventer n'importe quoi, mais on accompagne un sentiment. J'ai le sentiment d'être mis à l'écart par ta famille. On doit accompagner les sentiments. On n'est pas là pour démontrer le contraire. Un sentiment ne se négocie pas, c'est pas quelque chose de préfabriqué, c'est quelque chose qui est ressenti. On accompagne toujours. Et très souvent, je peux vous le dire, dans les conflits avec les beaux-parents, très souvent, on n'attend pas du conjoint qui vienne parler à ses parents pour leur dire une bonne fois pour toutes que c'est des pourris. C'est pas ça qu'on attend. On attend juste d'être accompagné dans son ressenti négatif. On sait pertinemment qu'on ne pourra jamais changer les beaux-parents. Ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des identités remarquables en général. Ils sont fossilisés. Et on sera peut-être nous aussi comme ça plus tard. En revanche, être capable de dire « je comprends parfaitement le sentiment négatif que tu ressens et ça me fout vraiment les boules pour toi », ça suffit largement. Il n'y aura pas forcément de solution dans l'interface beaux-parents-enfants, mais une chose est sûre, c'est que ça va apaiser énormément la personne qui a été vexée. Maintenant, 9e commandement, ne jamais parler dans un état de colère, on ne crée rien avec la colère. 10e commandement, c'est faites hyper gaffe. Ne jamais, et je sais que c'est très compliqué dans la génération Insta dans laquelle nous sommes, ne jamais utiliser l'arme du comparatif. Ma mère, ma soeur, la copine, le copain, le ci, le là, les gens, les trucs et tout, faites hyper gaffe. C'est une misère pour le couple. Les personnes dans leur profil Insta ont des systèmes d'enjoliveurs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pareil sur Facebook, ils te montreront toujours une herbe beaucoup plus verte chez les autres. On fait hyper gaffe. Et je le dis, si s'inviter entre couples génère des zones de jalousie, alors il faut proscrire les invitations entre couples, même si c'est hyper sympathique. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ça peut créer des zones de jalousie, de comparatif. Donc si on n'est pas suffisamment mûr, et on est trop jeune dans le couple, pour ne pas résister à la tentation de regarder comment le mari est tellement plus attentionné avec son épouse que notre mari, alors il faut s'interdire bonnement, tout simplement, des invitations entre couples. Alors il y a des copines et des copains, c'est pas grave. Les copains sortiront avec les copains, les copines avec les copines, on n'a pas besoin de faire de mixité. Ça c'est un point. Et dernier point, je m'arrête là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas évident à respecter. Je me le suis imposé, Baruch Hashem, depuis que je me suis marié à 27 ans. Et ça a bien tenu, Baruch Hashem, et je l'enseigne à tous mes khatanim. Alors, je vous explique. En hébreu, il y a un terme qui s'appelle ilem. Vous savez c'est quoi ilem? Ilem veut dire le muet. Et parfois, dans un couple, on se fait la tête. Je te boude, je te réponds pas. Je t'ignore parce que j'étais vexé, j'ai plein de raisons pour. Alors, on peut jouer à ce jeu, mais il a une date de péremption. On passe jamais une nuit. On passe jamais une nuit. Parce que ilem en hébreu veut dire mutisme, mais vient de la même racine sémantique que alimut. Alimut, c'est la violence. Il y a un sujet dans la Gemara qui s'appelle Kol de Alim Gvar, la raison du plus fort. Alimut, c'est la violence. Ça veut dire ne pas parler, ne pas communiquer, et parfois plus brutal et plus violent que, entre guillemets, une engueulade. Je vous le dis, on ne passe jamais une nuit en mode « je te boude, je te fais la tête ». Il y a plein de techniques aujourd'hui, Baruch Hashem. À l'époque, il fallait écrire des mots. Aujourd'hui, on a des WhatsApp, on a des SMS. Tu envoies un WhatsApp et peu importe qui dégaine. Et si elle dégaine pas ou tu dégaines pas, peu importe, quelqu'un doit dégainer. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Peu importe. On réenclenche la machine communication. On ne laisse jamais une nuit en mode non-communication parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que celui qui a provoqué la rupture de la communication, il s'imagine qu'il va pouvoir bien punir la personne avec laquelle il ne communique pas et il pense que le lendemain, la personne en question va revenir toute docile pour recommuniquer, mais en fait c'est exactement l'inverse qui va se passer. Elle va encore plus se braquer. Et la personne qui a engendré l'absence de communication,
c'est elle qui va revenir à quatre pattes pour réamorcer la communication. Donc en fait, j'explique à mes khatédim que ce n'est pas rentable. Tu veux faire la tête, ne fais pas la tête plus que quelques heures, pas plus que ça. Et après, tu te débrouilles, tu réenclenches quelque chose. Voilà donc 10 commandements au niveau de la communication. On a vu 2 points ici essentiels. Le premier, travailler sur l'émetteur. Reprendre bien de façon claire qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de moi. Et plus je vais être proche de ce que je ressens, plus la communication sera fluide et la perche sera d'autant plus une occasion de communication. Premier point. Deuxième point, on a vu les 10 commandements de la communication au niveau de l'entente, pas de l'émetteur mais du récepteur. Et à partir de là, je vous souhaite de très bons exos, de très bonnes applications. Il y a qu'on puisse très rapidement accueillir le Mashiach Petite Kenou et la libération, avant ça, la libération des otages, Bezrat Hashem, et que le clan Israël puisse retrouver totalement sa superbe dans une tranquillité totale. Je vous remercie pour votre écoute. Amen.